bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Vous aviez bien aimé ma première vidéo book haul pour 10 balles, t'as plus rien. Et bien voici la deuxième, parce que j'ai glissé, chef. Je suis retournée chez Auchan. Et ce coup-ci, j'ai respecté mon budget de 10 €. J'ai toujours 5 livres, mais j'en ai 2 qui coûtent l'énormité de 3,50 €. Je suis très contente de mes achats. On est toujours sur du livre d'occasion. J'en ai 5, il y en a 2 qui coûtent 3,50 € et 3 qui coûtent 1 €. On va voir ce que ça donne. Hein. Ils sont de toute beauté. Alors nous avons le livre de perles de Timothée de Fontbelle chez Gallimard. Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus. Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Donc c'est un grand roman d'aventure entre réel et féerie, une éblouissante ode à l'amour et au pouvoir de l'imaginaire, par l'auteur de Toby Lollness et de Van Gogh. Je connais pas. Pépite du roman adolescent européen en 2014. Sombre, onirique, débordant d'amour, un trésor à partager selon elle, et Télérama dit un roman d'une beauté de cristal, subtilement composé, urgent comme le sont les romans que l'on porte depuis l'enfance. Cette magnifique couverture donc, de valise et de malle, avec un petit couple qui danse là-haut, je trouve ça vraiment, enfin elle est vraiment très jolie. Et la couverture est de Jeffrey Fisher. Ça me dit quelque chose ce nom-là, Thibaut de Fontbelle. Une mise en page de Marilyn Gattepaille. L'auteur, Timothée de Fontbelle, est né en 1973. D'abord professeur de lettres en France et au Vietnam, il se tourne tôt vers la dramaturgie. En 2006 paraît son premier roman pour la jeunesse, Toby Lollness. Couronné de prix prestigieux, prix Saint-Exupéry, prix Tam Tam, prix Sorcière, en France comme à l'étranger, ce récit illustré par François Place connaît un succès international. Entre Céleste, Ma planète et Victoria Rêve, vibrant plaidoyer pour l'écologie et la force de l'imaginaire, Timothée écrit Van Gogh, époustouflant roman d'aventure en 2 tomes qui séduit les lecteurs comme la critique. Traduit dans le monde entier, reconnu comme l'un des auteurs pour la jeunesse les plus talentueux de sa génération, Timothée de Fontbelle continue également à écrire pour le théâtre. Donc Céleste, Ma planète, c'est chez Folio Junior. Toby Lollness, c'est en 2 tomes, La vie suspendue et Les yeux d'Elisha chez Folio, il me semble. Victoria Rêve est aussi chez Folio. Je vais vous lire parce que c'est ce qui m'a convaincue à l'acheter. Le premier chapitre s'appelle « Loin de tous les royaumes ». Qui pouvait deviner qu'elle avait été une fée? Elle s'était échappée par la fenêtre de la tour en déchirant ses vêtements pour en faire une corde. Est-ce que les fées descendent ainsi les remparts? Elle ne portait maintenant qu'une longue chemise blanche qu'elle avait volée plus tard, sur un fil à linge tendu sous la lune. Elle courait sur le sable dans la nuit. La veille, elle avait renoncé à tous ses pouvoirs. Elle ressemblait maintenant à toutes les filles, un peu plus perdue, un peu plus fiévreuse, un peu plus belle que toutes les filles de son âge. Bon, franchement, c'est hyper prometteur. Je le trouve vraiment très joli. Il est super beau, hein. Alors ça, c'est un livre, je sais que c'est un putain de bon livre, mais j'ai toujours résisté en fait à l'idée de le lire ou de regarder la série télévisée parce que ça ferait mal à la femme que je suis. Je veux parler de La servante écarlate de Margaret Atwood. Donc The Handmaid's Tale, c'est aux éditions Pavillon Poche, Robert Laffont. Traduit de l'anglais par Sylviane Ruet, design de couverture, Joël Renaudat, édition Robert Laffont, avec... On n'est pas sur du jaspage, mais on est sur du rougeage. Je le trouve trop beau. Les meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. Écrit il y a plus de 30 ans, La servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. Donc c'est
Alors, de mémoire, La Servante écarlate, c'est une dystopie où, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas si on le sait, il me semble qu'il y a une baisse de la fertilité chez les hommes et les femmes, sans doute chez les femmes. Ce qui fait que la société se réorganise. Il me semble que ça se passe aux États-Unis, La Servante écarlate. Et la société se réorganise en fonction de cet état de fait, en fait, le fait qu'il faut continuer à faire des enfants, mais que tout le monde n'est plus capable d'en faire. Et il y a une espèce de hiérarchisation encore plus importante que ce qu'on peut vivre aujourd'hui au niveau des classes sociales et compagnie, où ceux qui sont entre guillemets autorisés à avoir des enfants, ce sont les classes supérieures. Sauf que les femmes ne peuvent pas forcément le faire. Et les servantes écarlates sont les servantes qui s'habillent en rouge et qui sont les usines à bébés. Je sens que c'est quelque chose qui va me révolter en fait. Et c'est pas que j'ai la révolte difficile, c'est que je pense que ça va être un livre qui va me rester longtemps. Il y a une petite bio de Margaret Atwood. Donc elle est canadienne, je ne savais pas. Son premier roman, c'est La femme comestible, publié en 1969. L'auteur au regard visionnaire y aborde déjà ses thèmes de prédilection, dont l'aliénation de la femme et la société de surconsommation. Auteur d'une quarantaine de livres, fiction, poésie, essais critiques ou livres pour enfants, elle connaît le succès international en 1985 avec La Servante écarlate, qui est récompensé par le prix Arthur C. Clarke. À ce classique s'ajoutent d'autres romans incontournables dont Captive, Le tueur aveugle, qui remporte le prestigieux Booker Prize, et la trilogie Madame avec Le dernier homme, Le temps du déluge et Madame. Aujourd'hui traduite dans 50 langues, l'œuvre incarnée et engagée de Margaret Atwood, lauréate de 10 doctorats honoris causa et chevalier des arts et des lettres, en fait l'une des plus grandes romancières de notre temps. Il y a une note de l'éditeur. 30 ans après la première publication de La Servante écarlate, l'édition de ce titre a été augmentée d'une postface de Margaret Atwood où elle nous livre avec son brio habituel les secrets de l'écriture de son chef-d'œuvre d'anticipation. Pourquoi lire ce livre ? 2 raisons essentielles. Parce que c'est l'un des grands romans du XXe siècle et parce que De Fred est un magnifique personnage féminin au regard incisif, teinté d'ironie, courageuse, intelligente, débrouillarde, à l'image de sa créatrice, en somme, 2 raisons parmi d'autres. C'est un sacré joli mot. Il y a quelques petites citations au début. Une citation de la Genèse, 31-3. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur et elle dit à Jacob : « Fais-moi avoir aussi des fils ou je meurs. » Jacob s'emporta contre Rachel et dit : « Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Elle reprit : « Voici ma servante Bilha. Va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Par elle, j'aurai moi aussi des fils. » Une citation de Une modeste proposition de Jonathan Swift. Quant à moi, m'étant inutilement fatiguée pendant plusieurs années en donnant des avis frivoles, vains et visionnaires, et désespérant à la fin d'y pouvoir réussir, heureusement, j'ai conçu ce projet. Et un proverbe soufi. Il n'y a pas dans le désert de panneaux qui disent « Tu ne mangeras point de pierre ». La première partie, donc apparemment il y a plusieurs parties, s'appelle Nuit. Je regarde juste la table des matières. Il est trop beau. Alors, je vais vous lire un petit bout. Et bien, j'ai envie de vous lire le premier chapitre. Il fait 2 pages et demie. On verra, je couperai peut-être. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basket-ball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfum que dégageaient les jeunes spectatrices,
que les photographies me montraient en jupe de feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis parée d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épices triés de vert. On avait dû y organiser des bals, leur musique qui traînait encore, palimpseste de sons non entendus, un style succédant à l'autre, courant souterrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diable en carton, boules de miroir pivotantes, poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver, et qui n'était jamais comme ses mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière dans le parking, ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis ? Ce don de l'insatiabilité, il était dans l'air. Et il y demeurait, comme une pensée à retardement. Tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangée, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous pliions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était enveilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Elisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet pourtant. Même à elle, on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel. Et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades, 2 fois par jour, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi, si seulement ils pouvaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous avions encore nos corps. Tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tantes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté, à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira, June. C'est hyper beau, j'ai envie de couper la vidéo et de me jeter dessus, sur les 2 premiers, ces 2-là. Alors ensuite, on passe sur du poche, ce qui justifie le prix de 1 €. Je vais vous montrer celui-là d'abord, parce que c'est une maison d'édition que je ne connais pas. Je pense que Alors, La fille du papillon de Anne Mulpas, ou Mulpas, aux éditions Roman Sarbacane. J'attendais que le ciel s'ouvre, qu'il m'avale, qu'il m'engloutisse, qu'il me mâche lentement sous ses grandes dents d'acier. Mais la nuit était douce, désespérément douce, et le ciel fermait sa gueule avec obstination. Pas moyen de disparaître. En attendant, je taillais mes crayons. Et voilà comment Solveig a décidé de débuter un journal intime. Mais attention, le girly, les ragots et les jérémiades, c'est pas son style. Alors pourquoi s'y mettre ? Entre autres choses, à cause d'un garçon, si spécial qu'elle l'a surnommé Le Monde. De son père, veuf et volage, papillon donc. De son amitié trouble avec Lani... Non. Solveig ne manque pas de bonnes raisons de commencer un journal, ni de fantaisie pour le remplir. Anne Mulpas a 32 ans, elle est auteure, nouvelle, recueil de poésie et conteuse. La fille du papillon est son premier roman. Il parle d'exprimeforum.com. Je ne sais pas ce que c'est, je vous mettrai un lien, parce qu'il y a un lien. Et la couverture qui est hyper belle. J'ai horreur des étiquettes. C'est autrement le design. Moi, je la trouve assez sympa au niveau du... visuellement, enfin, ça fait collage, c'est vraiment joli. Ce livre appartenait à Julia.
Il n'y a pas son nom en entier. Les éditions Sarbacane, c'est rue Hauteville. Est-ce que c'est en... Oh, c'est sympa. Elle a mis une bande son pour lire son livre. Barbara déjà. Attention. Barbara, Björk, Brel, Jeff Buckley, Chopin, The Cure, Debussy, Danny Elfman pour la BO de L'étrange Noël de Monsieur Jack et d'Édouard aux mains d'argent. Thomas Fersen. Ah, après je connais pas. Ah bah si, la BO de In the Mood for Love. Philippe Glass, Glassworks and Songs, ça me dit quelque chose. Henryk Gorecki, Symphonie numéro 3, je connais pas. La BO de Princesse Mononoke et du voyage de Chihiro. Et la BO de Dead Man de Neil Young. Allez, je vous lis juste le premier. Premier jour de l'éternité. Jeudi. 7h06, nuit blanche et matin multicolore. J'ai eu tort. Je me suis trompée moi-même. Moi, Solveig, 16 ans aujourd'hui, jour de pluie. Je commence un cahier d'écriture, un journal intime pour dire le mot que j'exécrais. J'ai toujours détesté les filles qui en tenaient un. Et c'est courant, mais autant le dire tout de suite, j'aime personne, ou presque. Je trouvais que c'était idiot de raconter les riens, vraiment rien du quotidien. La vaisselle, la mère qui crise, le temps qui vous épluche les nerfs, et puis les seins qui pointent, le sang qui coule, en emportant ce qu'il vous reste de ventre et le regard, ou l'absence du regard des garçons. Alors pourquoi s'y mettre? C'est venu comme ça, avec ça, depuis que j'ai rencontré le monde en bas de chez moi. Oui, le monde, c'était hier. T'es trop jolie. Ah, apparemment c'est sur quelques... ça se passe sur quelques jours. Et c'est... Regardez. Ça fait quasiment poésie, poésie en prose. 5 bières, des dizaines de chips et des tas de cuillerées de Nutella plus tard. Je sens que ça va être sympa. À mon avis, ça va se lire très vite. C'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages. Donc, on verra. Alors ensuite, je vais garder la romance pour la fin. C'est des gros pavés. Hein. C'est du bouquin qui a un peu plus souffert, celui-là. J'aime bien quand il y a des noms, des petites dédicaces. Alors, je vais vous parler d'un auteur de roman qui est un petit peu connu. Les charmes discrets de la vie conjugale. En fait, j'ai ce titre-là en tête depuis, même si je ne sais pas de quoi ça cause, depuis un moment. Et il était au moins en double ou en triple chez Auchan. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris celui-là parce que je trouvais la couverture plus jolie. La couverture, à mon avis, c'est Chuck Savage Corbis. Pour son célèbre agitateur de père, pour son artiste de mer, Anna Buchan est une vraie déception. À 20 ans, au lieu de se fondre dans l'ébullition sociale des années 70, elle n'a d'autre ambition que d'épouser son petit ami médecin et de fonder une famille. Installée dans une ville du Maine, Anna goûte au charme très très discret de la vie conjugale. C'est alors que le hasard lui offre l'occasion d'échapper à son quotidien. Malgré elle, Anna va se rendre complice d'un grave délit. 30 ans plus tard, survient le 11 septembre, et avec lui le temps du doute, de la remise en question, de la suspicion. Le passé d'Anna va ressurgir inopinément, et du jour au lendemain, son petit monde soigneusement protégé va s'écrouler. Question de femme, dit une plume superbe, un conteur hors pair, des dialogues brillants, la radiographie sans concession de l'Amérique. Ça, c'est un truc que j'aime assez. Oh, ils ont collé des trucs partout. Alors, Douglas Kennedy, il a écrit L'homme qui voulait vivre sa vie. La poursuite du bonheur, ça me dit quelque chose. Il a écrit pas mal de bouquins. Il est très connu, hein, il me semble bien. Il y a une citation de Shakespeare, mesure sur mesure. Certains s'élèvent par le vice, d'autres déchoient par la vertu. Allez, je vous lis la première page du premier chapitre. J'adore lire à voix haute. Non, c'est vrai, je kiffe. Il a fallu que mon père soit arrêté pour qu'il devienne célèbre. C'était en 1966. Papa,
ou John Winthrop Latham, ainsi que tout le monde à part sa fille unique l'appelait, avait été le premier professeur de l'université du Vermont à s'élever publiquement contre la guerre du Vietnam. Au printemps de cette année-là, il avait pris la tête d'une mobilisation estudiantine opposée à la collaboration de l'université avec une compagnie chimique qui fabriquait du napalm. La protestation avait culminé en un sit-in devant le bâtiment administratif, dont les accès avaient été pacifiquement bloqués pendant 36 heures par 300 étudiants menés par mon père. Quand la police et la garde nationale étaient intervenus, les manifestants avaient refusé de se disperser et une chaîne de télévision nationale avait filmé l'incarcération de papa dans la prison locale. Cela avait fait grand bruit à l'époque. Il avait été à l'origine de l'une des principales manifestations contre la guerre. L'image de ce respectable blanc en veste de tweed et chemise Oxford, appréhendé sans ménagement par 2 membres des unités anti-émeutes, avait fait l'ouverture de la plupart des bulletins d'information à travers les États-Unis. Alors ça, c'est le genre de bouquin, je pense, que je peux aimer parce que j'aime bien quand il y a des histoires qui vont se dérouler sur plusieurs années. Ça a l'air de parler quand même de famille. Et je sais pas si je... Enfin, il y a un truc dans lequel je crois profondément, c'est que même là, je pense qu'on est en littérature blanche, donc une littérature qui n'est pas genrée, c'est pas une romance, c'est pas un roman historique, etc. Le contexte, il y a du world building, parce que ça a l'air d'être des personnages qui ne vivent pas un petit peu en dehors de tout et qui vivent leur vie. Parce que je pense profondément qu'au niveau des personnages de romans, je parle vraiment plutôt les romans de littérature blanche, ou on va dire les romans qui sont un peu plus réalistes. Ça peut être un polar, ça peut être une romance, etc. Même si les événements, on va dire, mondiaux, historiques et compagnie, ne les impactent pas directement, même si les gens ne sont pas dans un pays en guerre, ce qui se passe autour d'eux, ça a quand même une influence sur leur vie. Parce que ça va avoir une influence sur leur morale, parce que ça va les gonfler d'avoir de regarder le journal télévisé qui raconte que écologiquement c'est une catastrophe, économiquement c'est une catastrophe et qu'il y a la guerre. Qu'une guerre lointaine va avoir une influence sur le cours du pétrole et donc sur l'argent de quelqu'un, etc. Et même si on n'est pas directement impacté par ce qui se passe autour de nous, je pense que profondément, sur des petites choses, il peut y avoir... ça a un impact quand même sur notre vie. Ne serait-ce que quand on se tient au courant de ce qu'il se passe. Ce que je ne fais pas, parce que je veux me préserver. Mais enfin, quand je vais dépioter After, parce que je vais le faire, et histoire de pouvoir me débarrasser de cette saga, moi que je la garde, je vais vraiment aussi appuyer là-dessus parce que ce sont vraiment des personnages, on a l'impression que il n'y a pas de world building, mais on en parlera. Attendez, pour Douglas Kennedy, je vous ai pas dit le traducteur, parce que c'est bien de dire les traducteurs. Traduit de l'américain par Bernard Cohen. Et Retour en Irlande de Maeve Binchy. Traduit de l'anglais par Yves Trévian et la couverture est de Valérie Nilin. Je dis peut-être pas très bien. Alors j'aime bien, la couverture, elle est toute jolie. C'est sympa. Oh, non, c'est des bouquins. C'est un bouquin, je pense que c'est un roman qui a pris l'eau. Il devait être dans une cave, celui-là. Il a pris l'humidité. Petite ville d'Irlande proche de Dublin, Mount Fern est en ébullition. Ferns Court, autrefois la demeure d'une famille protestante haïe des gens du pays et aujourd'hui en ruine, vient d'être rachetée par un étranger, un riche américain ayant l'intention de la transformer en hôtel. Patrick O'Neill, homme d'affaires, vient pour y retrouver ses racines. Ce retour est une victoire, une revanche, presque une vengeance. En effet, son grand-père a autrefois été chassé de Mount Fern par les propriétaires de Ferns Court. Aujourd'hui, la bâtisse est à lui et c'est là qu'il veut s'installer pour toujours. Pendant 4 années, émaillées de joie et de peine, de drame parfois, Patrick va tout faire pour réaliser son rêve d'enfant.
Alors bon, l'Irlande, c'est pour ça. Alors Maeve Binchy, elle a écrit C'était pourtant l'été. Oh, elle est décédée, la petite madame. Bon, je connais pas l'auteur. Elle a écrit un petit paquet de bouquins. Hein. Chez Pocket, Le Cercle des Amis, Sur la route de Tara, Noces irlandaises, Les secrets de Sian Carrig, Cours du soir, C'était pourtant l'été, Retour en Irlande, En dînant chez Quentin, Danse d'une nuit d'été. Donc c'est traduit par Yves et Cécile Trévian. Ah, le titre original c'était Firefly Summer, c'est joli. Je vous lis le premier paragraphe. Et après on va clore. Le soleil s'insinuait dans la salle pénombreuse, tombant en rayons obliques sur les taches et les marques de verre qui déparaient la surface polie du comptoir. Kate Ryan, attrapant un chiffon, s'employa à les faire disparaître tout en enfilant ses bottes. Puis, ayant fourré son sac à main sous le bar, ouvrit la porte donnant sur la cuisine pour s'assurer qu'Eddie et Declan n'étaient pas en train d'embêter la nouvelle bonne. La nouvelle bonne avait des yeux rouges et un visage maussade. Elle s'ennuyait de sa ferme natale, qu'elle ne tarderait d'ailleurs sans doute pas à regagner, si Eddie et Declan ne se décidaient pas à la laisser tranquille. Dieu merci, la tortue exerçait encore sur eux, après 3 semaines, une intense fascination, et ils passaient de longues heures à plat ventre à lui offrir des trognons de choux, hurlant de ravissement chaque fois que le reptile daignait accepter leurs dons. Ça a l'air sympa. Enfin, du coup, alors, je me souviens que quand j'ai acheté ces bouquins-là, ça va être comme pour les bouquins précédents. Du coup, j'étais partie faire un tour au champ, faire des petites courses, puis j'ai glissé, chef, je suis allée dans le rayon occasion. Et comme je vous l'avais dit dans le précédent, la précédente vidéo, c'est un rayon qui est quand même plutôt bien pourvu. Et il y a là-dedans, parce que cette vidéo-là sera diffusée assez longtemps après, mais en gros, il y a un laps de temps de 15 jours, 3 semaines entre les 2 achats, si vous voulez. Et de tous ces bouquins-là, je crois qu'il n'y en a qu'un que j'avais déjà vu. Donc soit je suis passée à côté, ou j'ai pas fait attention, c'est possible. Soit il y a des clients qui rapportent régulièrement de nouveaux livres, et que ça tourne, quoi. Ce qui est un bon signe à mon avis. À mon avis, c'est un petit comment dire, un petit rayon qui tourne bien. Et si vous voulez, moi je m'en fous un petit peu en fait que le livre soit neuf ou soit vieux. Là c'est des livres qui ont vécu, il y en a un qui a pris un peu la flotte. Je le trouve quand même plutôt en bon état, hein. J'ai vu largement pire, et j'ai des livres qui ont vécu bien pire que moi avec eux. J'en ai un qui était tombé dans mon bain, parce que je m'en pas fait. Je m'endormais. Moi, quand on me colle dans un bain, au bout d'une demi-heure, c'est bon, je ne suis plus là. Donc, de temps en temps, j'avais un bouquin qui prenait la flotte comme ça, j'étais ravie. Parce que du coup, ça voulait dire qu'il fallait que j'arrête ma lecture et ma sieste. Et bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est aussi important en fait d'acheter des livres d'occasion. Là, j'ai pas envie de vous ressortir le couplet écologique et compagnie, parce que le but c'est pas de faire de la morale. Mais en fait, le but c'est aussi de faire lire les livres, de faire vivre les livres. Et les faire vivre, c'est si on a quelques-uns qui ne nous ont pas plu, parce que ça arrive, on les vire. Si on n'a pas assez de place chez nous parce que on vit pas dans grand, ou on a un peu besoin de thunes, ou il faut faire de la place, on en vire certains, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut faire ça avec les fringues, on peut faire ça avec plein de choses pour gagner de la place. Et bref, je trouve que c'est intéressant en fait de faire vivre les livres comme ça, qui vont avoir plusieurs vies, qui vont rencontrer d'autres lecteurs, qui vont peut-être rester chez des gens aussi quand des gens vont s'y attacher, etc. Et je vous ferai aussi des book hauls j'ai total craqué et j'ai acheté des bouquins neufs, il n'y a pas de souci. Je vous ferai peut-être aussi un book haul Jaspage, un de ces 4, ne sait-on jamais. Mais bref, le marché de l'occasion, c'est vachement intéressant, par exemple pour des très très gros vendeurs du genre de Douglas Kennedy ou Margaret Atwood. Évidemment, vous pouvez tomber dessus. Après, si
Bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion, c'est-à-dire que à l'instant T, quand vous voulez aller acheter un Margaret Atwood en occasion, vous allez peut-être pas tomber dessus, mais vous allez tomber sur autre chose. Et donc oui, s'il y a un livre qui vous donne une telle envie que vous en avez envie là maintenant tout de suite, bah faut pas aller sur l'occasion. Parce qu'il faut aussi satisfaire ses petits caprices. C'est vrai. Puis bon là, vous pouvez aller sur Amazon. Hein. Et bref, tout ça pour dire, la lecture, vous la vivez comme vous le voulez, en neuf, en occasion, en prêt, en bibliothèque, en jaspage, en truc archi à la mode. Lisez ce que vous voulez. Parce que c'est le plus important, hein, je pense. Donc voilà, c'était le petit moment déculpabilisant. Parce que c'est vrai que des fois sur les réseaux sociaux, on peut voir des posts assassins sur par exemple en réaction à des choses très tristes comme la fermeture des éditions ActuSF, qui sont quand même une super belle maison d'édition. Et j'ai vu un post comme quoi il y avait peut-être des chances que la maison d'édition et je crois la librairie aussi soient reprises. Peut-être les sites aussi, ce qui serait intéressant parce que ils ont quand même un sacré paquet ActuSF de podcasts, des utopiales notamment sur leur site internet. Donc si tout ferme, est-ce que ça aussi ça va fermer et que ça sera perdu? Ou si quelqu'un va sauver le fond, les auteurs, peut-être les salariés, enfin c'est pas ce que j'ai lu, mais est-ce que aussi ces connaissances-là, ces podcasts-là vont être... ces podcasts de conférences, de gros festivals de l'imaginaire seront sauvés aussi et on pourra y avoir accès? À voir, on verra. Et bien sur ce, il est extrêmement tard, la canicule est passée, je commence un petit peu à me l'épeler, donc je vais aller me foutre au pieu. Il est pas loin de 2h du matin. À bientôt et rêvez tout grand. De grands magasins d'occasion qui sentent la poussière de chez d'autres gens. À bientôt.